Bismillah. Les enfants n'avaient jamais vu de tigre de Sibérie, mais ils en avaient beaucoup entendu parler. Lors des longues veillées d'hiver, passées entre amis, les anciens racontaient souvent ce dont ils étaient capables. Ils savaient qu'ils étaient très gros, très forts, et que certains n'hésitaient pas à s'approcher des villages pour s'attaquer aux chiens errants ou bien aux batailles. On parlait aussi des battues entreprises qu'entre eux, dont quelques-uns avaient mal tourné pour les chasseurs. Aussi Grisha et Tatiana se rapprochèrent-ils instinctivement du vieil Igor, qui venait de glisser une cartouche dans son fusil. Elle s'aperçut de leur peur et s'efforça de les rassurer. « J'arme mon fusil, dit-il, pour ne pas être surpris, mais je puis vous assurer qu'avec Macha et Vania, vous n'avez rien à craindre. Jamais un tigre ne s'attaque à un ours, encore moins lorsqu'il y en a deux. Vous avez vu la taille et la force de Macha? Rien qu'à la voir debout face à lui, le seigneur tigre prendrait peur et filerait aussitôt la queue entre les pattes. Et n'oubliez pas Vania, le petit ours brun n'est pas un poltron, croyez-moi. » Ils demeurèrent ainsi quelques minutes à guetter le moindre bruit. Les deux ours étaient retombés sur leurs quatre pattes et se tenaient devant Igor et les enfants, tous les trois adossés au rocher. Avec leur large corps, ils leur faisaient un bon rempart. Durant cette attente, le rang du diable, où jadis Satan s'était battu à coups de blocs de pierre, devenait impressionnant. La lune s'était glissée vers l'horizon et les ombres des arbres, qui s'étaient allongés dans la clairière, lui faisaient un habit rayé. Le silence le plus complet régnait, comme s'il voulait leur dire « Attention, bientôt tout va changer ». Ce fut d'abord un oiseau de nuit qui déboucha de la forêt, il hésita un moment, fit 2 fois le tour du rang, puis se décida à continuer son vol. Le chuintement de ses ailes avait froissé la nuit. « Attention, dit Grisha, j'entends quelque chose. »« On dirait qu'ils sont plusieurs, souffla Tatiana. »« Ce n'est pas un tigre, assura le Sibérien, habitué à reconnaître la marche des hôtes de la taïga. Les ours le savaient aussi, ni l'un ni l'autre n'avait bougé une oreille. « Oh, regardez, un cerf. Un cerf magnifique, haut comme un cheval, portant toute une ramure de bois sur sa tête, venait d'apparaître à la lisière de la clairière. Après avoir humé le vent et sans doute senti les ours, il n'hésita pas à s'engager aussitôt pour la traverser. Il fut suivi par 3 biches et 4 fans, tout marchant d'un pas assuré derrière lui. « Le maître et sa harde, murmura Igor, comme ils sont beaux. Oui, petit frère, et c'est rare de les voir de si près. Je suis certain qu'il a senti les ours, mais il ne s'en est pas préoccupé le moins du monde. Lui, d'un naturel si méfiant. Bizarre. » Il finissait à peine de dire ces mots quand une seconde harde, toute semblable à la première, se présenta à son tour. De même que la précédente, il s'engagea à découvert en ne prenant aucune précaution. Les bois du cerf étaient peut-être encore plus beaux que ceux de l'autre. « C'est inimaginable, dit le Sibérien, qui n'en croyait pas ses yeux. D'habitude, il est si difficile de les approcher. On dirait qu'ils vont dans la même direction. Oui, Grisha. Et puis ce fut la foule des habitants de l'immense taïga, les uns après les autres, les petits côtoyant les grands, les féroces bousculant, mais sans leur faire le moindre mal, ceux qu'ils avaient l'habitude de dévorer, tous pénétrèrent dans le rang du diable. Le traversèrent sans se préoccuper des humains qui les regardaient avec des yeux étonnés, puis s'en allèrent en empruntant le même chemin. Grisha, Tatiana et leur vieil ami virent défiler ainsi à quelques pas d'eux toutes sortes de bêtes sauvages, des loups cerviers avec leurs oreilles pointues, des chats sauvages, des cerfs avec leurs hardes, des lapins, des lièvres géants aux grandes pattes et aux grandes oreilles, de même que des ours, beaucoup d'ours, quelques loups et... « Voici le tigre, dit le jeune garçon. Il nous a vus, souffla Tatiana. En effet, il apparut brusquement à quelques pas seulement du rocher où les enfants se tenaient en compagnie d'Igor et de ses ours. Il était arrivé d'un bond, sans faire le moindre bruit, il les sentit, respira l'odeur de Macha et de Vania, qui se dressèrent aussitôt, prêts à combattre s'il le fallait, puis il s'aplatit sur place pour mieux les observer. Dans la nuit claire, ses yeux furent 2 braises incandescentes. Grisha chercha la main de sa sœur, qu'il serra bien fort, tandis que le vieux chasseur étreignait son fusil. Jamais il n'avait eu un tel face-à-face avec un tigre. Il n'eut pas besoin de se servir de son arme, car le seigneur de Sibérie profita du passage d'une dizaine de chevreuils pour se mêler à eux et poursuivre son chemin. Un tigre accompagnant des culs, dit-il complètement ébahi par ce qu'il venait de voir. Où vont-ils tous ainsi interrogea Grisha. Ce fut Tatiana qui pensa avoir trouvé la réponse à sa question.
On dirait, dit-elle, qu'il se dirige vers le mont Chauve, là où la pierre de lune s'est fracassée sur la terre, tout comme nous, d'ailleurs, car c'est bien là que nous voulions aller. Je crois que tu as raison, petite sœur, dit le Sibérien. C'est bien dans cette direction qu'ils vont. On dirait qu'ils ont reçu un appel et qu'ils y répondent tous avec le même enthousiasme. Ils ont fait la paix l'espace de quelques heures afin de voyager ensemble. Un appel, demanda Grisha. Un appel de qui? Je pense à tante Kalia, répondit sa sœur. Souviens-toi de la légende, elle a disparu de la taïga le jour où une pierre de lune serait tombée sur le mont Chauve. Aujourd'hui, c'en est une autre qui a suivi le même chemin. Et là, il ne s'agit pas d'une légende, car nous l'avons vue de nos yeux. Alors, peut-être que... Je ne sais pas exactement, mais il y a là une étrange coïncidence. Et tu crois qu'elle va réapparaître? Peut-être. Que c'est pour ça que tous les animaux se pressent pour aller la voir? Je peux me tromper, petit frère, mais je pense que c'est possible. Oui, nous allons aussi y aller. C'était Igor Ivanissevitch qui parlait à ses ours. Depuis quelques secondes, Masha et Vania ne tenaient plus en place. L'ancien ours, devenu la grande femelle, en dansait sur place. Elle et le petit ours brun bousculaient leur maître, le poussaient de l'épaule tout en lui parlant à leur façon. « Il faut nous dépêcher, dit le brave homme. Sans cela, ils vont nous abandonner là et y aller tout seuls. » Les deux enfants avaient toujours leur panier plein de myrtilles qui devenaient encombrants pour voyager de nuit à travers la forêt. D'un commun accord, ils décidèrent de les abandonner au pied du rocher. Une rencontre avec tante Kalia était plus séduisante qu'une récolte de baies sauvages. Ils s'empressèrent de suivre les deux ours qui venaient de se mettre en route et qui marchaient à vive allure. Le jeune garçon le remarqua. Plutôt pressés et rapides, les deux amis. Leur maître s'était immédiatement collé derrière eux et essayait de les calmer en leur parlant dans leur propre langage, car il peinait à leur emboîter le pas. « Surtout, nous ne les perdrons pas de vue, » dit Tatiana. « Sans eux et sans Igor, je ne sais pas ce que nous deviendrons dans cette forêt pleine d'animaux. » En effet, il y en avait tout autour d'eux. Ils apparaissaient de partout, soit seuls, soit par deux ou trois, ou bien en petites troupes d'une dizaine. Les uns marchaient tranquillement, tandis que d'autres trottaient ou bien progressaient par bancs, comme le faisaient les chevreuils, qui étaient sans nul doute les plus nombreux. À un moment donné, Grisha sentit sur son mollet un souffle chaud et humide. Pris de peur, il n'osa se retourner sur l'instant, mais il le fit quand la présence lui sembla moins proche. Son cœur s'emballa aussitôt, et il sentit ses jambes se dérober sous lui. Seigneur, est-ce possible? Tatiana, un loup. Il se retourna et vit avec effroi qu'un loup de forte taille, dont les yeux brillaient dans la nuit, s'était joint à eux, en marchait tranquillement sur les talons de son frère. Surtout ne crie pas, ne cherche pas à le faire fuir. L'animal ne manifestait aucune agressivité contre eux, au contraire, il paraissait heureux d'avoir trouvé de la compagnie pour accomplir son voyage, et c'est de lui parler. Facile à dire, quelle conversation tenir à un loup de Sibérie, qui vient brusquement de vous sentir les mollets. Il y parvint cependant, mais d'une voix mal assurée. « Alors, mon gros loup, t'es gentil, n'est-ce pas ?» Leur nouveau compagnon dut être satisfait de la conversation, car il s'approcha à la hauteur de Grisha et se frotta contre lui. « On dirait qu'il veut que je le caresse. Peut-être que tu devrais. » Tout en continuant de marcher, l'enfant avança doucement sa main jusqu'à ce qu'il sentit le poil rude de l'animal et la chaleur de sa tête. Comme il avait l'habitude de le faire avec son chien Zaro, il lui gratta le crâne entre les deux oreilles. Le loup en émit un grognement de plaisir. « Ça alors, dit le garçon, jamais j'aurais cru devenir le copain d'un loup. » Ils allaient ainsi depuis un bon moment lorsqu'ils se trouvèrent face à la Meskova, une petite rivière qui se jetait un peu plus loin dans la Lenachka. D'habitude, à cette époque de l'année, son lit était presque à sec, et il était possible de le traverser facilement en n'importe quel endroit de son parcours. Mais l'orage de la soirée avait grossi fortement ses eaux. Pas question de tenter sa chance, le courant était beaucoup trop fort. Heureusement, des bûcherons avaient établi un petit pont de bois qui allait permettre à tous de passer de l'autre côté. Massés sur le bord du torrent, les animaux attendaient leur tour. Pas de bousculade, de grognements ou de coups de dents. Une discipline que n'auraient pas eu des humains. C'est inimaginable, dit Grisha. Pas un qui ne cherche à prendre la place de l'autre. Tous d'une sagesse exemplaire, surenchérit le Sibérien. Même le grand loup demeurait auprès du jeune garçon et ne manifestait aucune impatience. Seule sa langue rouge qui pendait en dehors de sa gueule et son halètement permanent pouvaient faire croire qu'il trouvait le temps long.
Devant eux, Masha et surtout Vania jouaient bien un peu des épaules pour se frayer un chemin, mais c'était peu visible. Tatiana exprima tout haut ce qu'elle pensait devant ce spectacle unique en son genre. Le pouvoir de tante Kalia est grand pour en arriver là, dit-elle admirative. Enfin, ce fut leur tour, et ils parvinrent à franchir la rivière en crue. Déjà, la lueur du soleil commençait à pointer à l'horizon, quand ils arrivèrent en vue du manchot. Ils la virent de loin, la boule tombée du ciel, aussi grosse qu'une isba. Elle gisait au milieu des rochers qu'elle avait en partie pulvérisés. Une fumée, ou plutôt une sorte de vapeur blanche éclairée de l'intérieur l'enveloppait et cachait ses formes véritables. Comme si elle avait eu trop chaud durant sa course fantastique et qu'elle en suait par tous les pores de sa peau. Mais ce qui frappait le plus, c'était tout à son sommet, une sorte de tête ronde de l'importance de celle d'un homme et qui brillait d'un éclat insoutenable, comme si elle était un morceau de soleil. Tatiana en demeura figée sur place, tant elle était émerveillée. Un diamant, dit-elle, un véritable diamant, le plus gros du monde. Grisha admirait lui aussi, mais il demeurait sur la réserve. Tu crois que c'en est un, petite sœur? J'en suis certaine. Mais tu n'en as jamais vu. C'est vrai, mais je le sais quand même. C'est tout pareil que dans la légende de Tante Kalia, et c'est pour cela que c'en est un. Souviens-toi, Grisha, de ce qu'on raconte. Le jour où la pierre de lune est tombée, on a trouvé un gros diamant dans la grotte où elle avait l'habitude de vivre, même qu'il était encore chaud. C'était elle qui l'avait transporté. Bien sûr, Tatiana, mais est-ce que ce ne sont pas des histoires? Non, la preuve c'est qu'il est à Moscou, au palais du Tsar. Qui te l'a dit? Petrouska Kolomosiva, qui a servi jadis la tsarine. Elle m'a dit qu'elle l'avait vu au milieu de tous les autres joyaux, et même que c'était le plus beau. Grisha, en entendant citer le nom de la vieille Babouchka, se montra plutôt sceptique. Oh, cela, quoi cela? À l'entendre, elle a été partout, elle a tout fait et tout vu. Peut-être bien qu'elle n'est même jamais allée à la cour. Tu dis des bêtises. Au village, tout le monde sait qu'elle a vécu une grande partie de sa vie. Grisha préféra ne pas répondre et continua de marcher derrière Igor et ses ours. Cependant, il ruminait ses pensées et ne put s'empêcher de les dire enfin. C'est peut-être vrai que tante Kalia a trouvé un diamant et qu'elle l'a transporté dans sa grotte, mais pourquoi ne l'a-t-on jamais revu, si c'était lui qui l'avait fait disparaître? Tatiana demeura silencieuse, car elle ne possédait aucune explication. C'était le mystère de la légende et ce qui en faisait son charme. Depuis 200 ou 300 pas, ils avaient tous quitté la forêt et marchaient maintenant sur un sol aride, pierreux, où ne poussaient que quelques arbres chétifs et de maigres buissons. Le jour s'était levé peu à peu et le Sibérien, de même que les enfants, pouvait voir la multitude de bêtes sauvages qui gravissaient tout doucement le mont. Soudain, comme s'ils en avaient reçu l'ordre, tous s'arrêtèrent et s'installèrent en demi-rang face à la pierre de lune. Beaucoup, fatigués par le long voyage qu'ils venaient d'effectuer, s'assirent ou se couchèrent sur place. Ils paraissaient attendre. Ainsi que les autres, Masha et Vania s'arrêtèrent de marcher. La grande femelle s'accroupit aussitôt, puis tourna la tête vers son maître, comme pour lui dire « Qu'attends-tu pour en faire autant ?» Grisha faillit buter contre elle. « Pourquoi ne continue-t-il pas d'avancer » demanda-t-il au vieux chasseur. « Aurait-il peur ?»« Je ne le crois pas, » répondit Igor Ivanissevitch. « Mais c'est sans doute parce qu'ils savent quelque chose que nous ignorons. Ils sont ici chez eux, pas nous. De même qu'ils ont reçu la suggestion de venir et de voyager en paix. Ils ont perçu celle de s'arrêter. Nous n'avons fait que les suivre. Pense-t-il à tante Kalia? Espère-t-il qu'elle va leur apparaître? Tout comme toi, Grisha, je n'en sais rien. Il se peut qu'ils la voient, qu'ils l'entendent et que nous demeurions nous aveugles et sourds. Nous saurons qu'ils l'ont vu et entendu quand nous les verrons se lever et repartir d'où ils viennent. Tatiana ne prenait pas part à leur conversation. Depuis un moment, elle avait les yeux fixés sur le sol et cherchait quelque chose. Son frère s'en aperçut et l'interrogea. « Que fais-tu là, petite sœur ?» Elle ne lui répondit pas sur le champ, mais elle se baissa pour se saisir d'une petite boule noire de la grosseur d'une bille, dont la surface était lisse et brillante. « Regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi ?»« Dans ta main. » Il la lui tendit et elle y déposa ce qu'elle venait de ramasser. Grisha eut un mouvement de retrait. « Dis, on dirait que c'est chaud. »« Tu as raison, c'est chaud, » répondit-elle. « C'est quoi? Tu ne devines pas? »« Non. » Les petites étoiles que nous avons vues au moment de la chute de la pierre de lune. Souviens-toi du gros nuage rouge et des milliers qui se bousculaient dedans.
Elles sont maintenant retombées sur terre et tu en tiens une dans le creux de ta main. L'enfant la prit entre ses doigts pour mieux l'examiner, puis la montra au Sibérien, qui venait d'entendre les explications de Tatiana. Il la saisit à son tour et la fit rouler dans sa pomme. « Tu as raison, petite, c'est bien une des petites étoiles que nous avons vues. »« Moi, reprit-elle, je croyais que c'était des milliers de petits diamants que nous allions pouvoir ramasser. Ils sont maintenant tout noirs. »« Joli quand même. »« Oui, mais pas comme de vrais diamants. » Un peu déçue, elle reprit son bien, puis se tourna vers la pierre de lune et l'inspecta avec insistance. En elle-même, elle se demandait, le gros diamant qui brille si fort ne va-t-il pas devenir tout noir à son tour? Tout en se posant la question, elle fit descendre son regard vers le sol qui entourait la pierre et l'examina avec une curiosité grandissante, tandis que son corps se mettait à trembler et sa respiration à s'accélérer, comme si elle venait de faire une longue course. Son frère s'en aperçut et s'inquiéta. « Qu'as-tu, Tatiana? Regarde. Où ça? Au pied de la pierre. Bien quoi? Il y en a des milliers de petites étoiles, des milliers de diamants qui ne sont pas devenus de vulgaires pierres noires et qui ne le deviendront peut-être jamais. » Igor et Grisha regardèrent à leur tour. Tatiana avait raison. Le sol était parsemé de pierres précieuses. On aurait dit qu'une main divine les avait jetées par poignées. « Je vais y aller, dit-elle, et j'en prendrai plein mes proches. Dommage que nous n'ayons plus nos paniers, parce que nous aurions pu les remplir jusqu'à la gueule. Bien, Grisha, venez, monsieur Igor. » Celui-ci la saisit par le bras. « N'y va pas, petite. Pourquoi? Parce que c'est peut-être dangereux. Comment ça? Je n'en sais rien, mais je le sens. Moi, je ne ressens rien, au contraire. Vois les bêtes. Elles se sont arrêtées à distance parce qu'elles savent qu'elles ne doivent pas aller plus loin. Pour le danger, elles ont un sens plus développé que le nôtre. » Tatiana éclata de rire. Elle était comme folle à la pensée de ramasser des diamants, à la brasser et de devenir ainsi la fille la plus riche de toute la Sibérie. Elle ne voulait pas écouter les sages conseils du vieil homme. « J'y vais, dit-elle. Personne ne pourra m'en empêcher. Toi, Grisha, reste si tu veux. » Le jeune garçon hésita. Depuis toujours, il suivait sa sœur. Cette fois encore, il avait confiance en elle. « Tu crois qu'on peut? »« Bien sûr, je suis certaine qu'il n'y a rien à craindre. » Elle avança de quelques pas, il la suivit, les voyant faire, Masha et Vania se dressèrent et poussèrent en même temps un long cri plein d'angoisse. Toutes les autres bêtes se levèrent à leur tour et l'on entendit une sorte de longue plainte. Elles savaient qu'un danger menaçait les enfants.